Salut les grognards. Allez, une petite vidéo, vite fait, hein, je fais ça un peu à l'arrache, sur la bande-annonce du film Napoléon de Ridley Scott, qui vient de sortir il y a 2 ou 3 jours, là. Donc on voit comme dans une bande-annonce quelques morceaux du film, évidemment. Alors, ce que j'ai voulu faire de cette vidéo pour voir un peu ce que pourrait donner le film, si je veux avoir l'avis d'aller le voir, mais aussi pour, saluer quand même Ridley Scott de nous faire un film sur Napoléon, hein, pour tous les passionnés de l'époque du Premier Empire, de l'histoire de Napoléon, c'était un peu attendu quand même. Alors on aurait préféré que ça vienne du cinéma français, mais il n'y a pas grand chose à espérer de ce côté-là, hein. En France, on préfère le médiocre, on préfère faire des films avec des scénarios improbables, que se servir dans notre histoire de France, qui pourtant est conséquente. Et puis, il arrive parfois qu'ils se servent dedans, mais pour faire de la merde, hein, faut le dire clairement. Hein, ils revisitent l'histoire avec leur idéologie d'aujourd'hui, hein, ce qui est une grave erreur. Mais bon. Donc Ridley Scott, hein, on avait vu, pour ceux qui... On avait vu, beaucoup ont peut-être vu son film, hein, Les Duellistes, hein, ce très bon film, hein, entre ce duel de deux hussards sous toute la période des guerres napoléoniennes. Excellent film, avec de très beaux uniformes, très bien respecté. Ridley Scott est un passionné de Napoléon, bon, comme beaucoup d'anglo-saxons. Alors ils aiment beaucoup chez Napoléon, c'est le Bonaparte, hein, c'est-à-dire ce côté self-made man, hein, le gars qui s'est fait tout seul, qui est parti de rien ou de presque rien pour arriver à devenir une légende mondiale. Hein, on parle bien d'un homme qui est connu aujourd'hui dans le monde entier comme les Jésus-Christ. Donc c'est un parcours, c'est une comète, ce Napoléon Bonaparte. Donc enfin, pour revenir à cette bande-annonce, on va regarder tout de suite comment ça part. Alors j'ai oublié de préciser, donc ça sera à base d'images, hein, pour pas avoir d'ennui, trop d'ennuis avec les droits d'auteur, etc. Donc je ne passerai pas la vidéo de la bande-annonce, mais simplement des images. Donc là on commence par donc l'image de Napoléon Bonaparte, donc qui est joué par Joaquin Phoenix. Alors évidemment Joaquin Phoenix est un peu vieux pour jouer le rôle de Napoléon Bonaparte, mais je pense que Ridley Scott a cherché ou a trouvé chez Joaquin Phoenix le regard. Ce regard, il a un regard assez perçant, Joaquin Phoenix. Et je pense que c'est ce qu'il a trouvé de mieux, qui pouvait correspondre à ce qui est décrit chez Napoléon Bonaparte, c'est ce regard perçant qu'il avait. Pour anecdote, hein, quand il prend le commandement de l'armée d'Italie, qu'il arrive devant Augereau et Masséna, je crois que c'est Augereau qui dira ce diable d'homme m'a fait peur. Tellement il avait un regard perçant. Donc je pense que c'est ce qu'il a cherché, ce qu'il a trouvé chez Joaquin Phoenix, c'est ce regard. Donc là on commence, bon voilà, on pense que c'est en Égypte, hein, au vu du paysage qu'il y a derrière lui. Alors ensuite on voit Napoléon Bonaparte chargeant un cheval, donc encore dans son uniforme de républicain, hein, on va dire, de l'époque où il est général de la République. J'ai pas souvenir que Napoléon est chargé à la tête de la cavalerie.
connaît l'histoire du pont d'Arcole. Il a dégainé une fois son épée pendant la campagne de France, je crois. Mais il n'a pas chargé. Donc ça, bon. Historiquement, alors, à moins que j'ai raté quelque chose, hein, sinon vous le mettrez dans les commentaires. Mais moi, j'ai pas souvenir dans l'histoire de Napoléon qu'il est chargé à la tête de la cavalerie. Bon. Comme dirait Billard, admettons. Alors, image suivante, on le voit de dos, facilement reconnaissable avec son bicorne et sa redingote, devant un village en flammes. Bon, là, on pense tout de suite à l'incendie de Moscou, en 1812, évidemment. Donc, oui, c'est normal que Ridley Scott traite ce morceau de l'histoire de Napoléon, puisque c'est vrai que c'est un moment important. C'est pas les Français qui ont mis le feu, je le rappelle. C'est les Russes. Allez, image suivante. Alors, donc, cette image, c'est le moment où il se pose la couronne sur sa tête pendant donc son sacre. Donc là, je pense que oui, là aussi, c'est une image importante, enfin, c'est un fait important de l'histoire de Napoléon, puisque par ce geste, quand il enlève la couronne des mains du pape pour se la poser lui-même sur la tête, il veut bien signifier que c'est lui qui se couronne et pas le pape. Hein. C'est clairement un message politique qui est symbolique, puisque en fait, bon, tous les gens qui l'entourent sont quand même des gens qui ont fait la Révolution, donc il veut bien leur signifier que voilà, le règne de la religion politique est fini. C'est pas le pape qui couronne Napoléon, c'est Napoléon qui se couronne tout seul. Alors ensuite, on a un grand moment de la bande-annonce qui est consacré donc à la répression qu'il va faire de la révolte des royalistes à Paris. Donc ça commence par la décapitation de Marie-Antoinette. Bon, je trouve que comment dire, l'actrice qui fait Marie-Antoinette, l'expression qu'elle a, espèce un peu de hautaine, tout ça, je suis pas sûr que ça corresponde à l'histoire. Mais ensuite, on voit évidemment l'entretien avec Barras, qui donc, après que Napoléon ait brillé au siège de Toulon, donc qui est élevé au rang de général, on va lui proposer un commandement en Vendée qui va le refuser, et il était alors, sans solde, et Barras va faire appel à lui, parce qu'il le connaît par les salons parisiens, etc. Enfin bref. Et donc, on voit l'entretien avec Barras, qui a besoin d'une épée pour arrêter cette révolte royaliste qui grandit dans Paris. C'est à cette occasion qu'il fera la connaissance, d'ailleurs, Napoléon Bonaparte, de son futur beau-frère Murat. Parce que il chargera Murat d'aller chercher des canons pour poster à l'église Saint-Roch et anéantir la révolte royaliste. Donc là, on a un gros passage de la bande-annonce là-dessus. On voit aussi la tête de Napoléon Bonaparte quand la guillotine tranche la tête de Marie-Antoinette. Il y a une espèce de côté indigné de tout ça. Évidemment, Napoléon était pour la Révolution, mais tout le désordre qu'il y a eu, il n'était pas pour. Allez, on passe à la suite.
Alors ensuite, sur cette image, on le voit en train de promettre des succès éclatants à Barras, je suppose, de dos. Donc là, ça doit être au moment où il lui confie le commandement de l'armée d'Italie. C'est ce que je pense. Alors ensuite, on enchaîne avec sa rencontre, évidemment, avec Joséphine de Beauharnais. Hein, ce sera l'amour de sa vie. Et on a en même temps des images du siège de Toulon où il s'est fait connaître. Donc en fait, quand il rencontre Joséphine de Beauharnais, il est quand même déjà connu, hein, puisqu'il est quand même général. Hein, il est connu pour sa victoire du siège de Toulon, parce que bon, même s'il était que capitaine, c'est quand même lui qui a fait tout le plan et bon, a amené la bataille. Alors ensuite, on voit des images de la campagne d'Égypte, hein. Évidemment aussi grand moment de l'histoire, de la carrière de Napoléon. Ensuite, bon, on a encore cette espèce de charge de cavalerie où il est, bon, peu d'intérêt. Et à un moment, on le voit donc ça s'appelle chronologique, hein, on le voit au milieu de ses soldats dans son uniforme d'empereur. Hein. Donc là, je pense qu'il montre par là la proximité qu'avait Napoléon avec ses soldats. Qu'il était, pour eux, c'était un dieu, voilà, un dieu de la guerre. Alors ensuite, on passe au autre grand instant de l'histoire de Napoléon. Donc il est en conversation avec un personnage qui lui dit « Parez-vous du trône ?» Alors je ne sais pas, peut-être Talleyrand, le diable boiteux. Moi ça ne ressemble pas trop au personnage. Fouché, peut-être, je sais pas. Bon, on verra ça au moment du film, qui est ce personnage. Donc derrière, on le voit avec les grenadiers disant allons, on vote. Alors ça, si c'est ça ce qui représente le coup d'état des visites Brumaire dans le film de Ridley Scott, là on est très loin de la vérité historique quand même. Hein. Faut quand même rappeler l'affaire. Napoléon, enfin Bonaparte commence à faire un discours devant les 500, il est pris à partie, il est limite à se faire lyncher, il est complètement en état de panique et c'est en fait son frère Lucien qui va lui sauver la mise parce que il va déjà l'arracher des griffes de tous ces excités. Il va aller dans la cour chercher les soldats en les haranguant, leur disant qu'on va assassiner leur général. Là, Murat prend la tête de grenadier, rentre dans l'assemblée et dira « Foutez-moi tout ce monde dehors ». Et ensuite, c'est vrai qu'ils courront après dans les jardins récupérer quelques-uns pour voter ce qu'ils voulaient faire voter, enfin la mise en place du consulat. Mais bon, là, si c'est ça, vision de Ridley Scott, on est loin de l'histoire, hein, très loin. Alors ensuite, on enchaîne sur une série d'images où on voit le couronnement de Napoléon. Juste derrière, bon, bah, c'est Waterloo, clairement. Avec un moment de la bataille, on voit les carrés anglais, c'est un peu minable, hein, des carrés, on dirait une compagnie qui est en carré, hein, c'est ni un régiment, même pas un bataillon. Bon, ça fait un peu faiblard quand même. Hein. J'attendais autre chose d'un film hollywoodien avec plus de moyens, quoi. Là, ça fait un peu série TV quand même. Hein. On se croirait dans la série TV de France 2. Hein. Je pensais qu'ils auraient plus de moyens ou mettre des images de synthèse pour faire un truc.
représentatif quand même. Alors, on voit aussi, ça doit être Wellington, hein, qui traite Napoléon de vermine, hein, et d'être mal élevé. Bon. Vision anglaise, hein. Vermine, on en connaît d'autres. Mal élevé, bon, était colérique, mais enfin bon. Il était propre sur lui quand même, hein. Bon, enfin, passons. Alors ensuite, on a une série d'images avec donc à chaque fois ces quelques titres. Donc l'amant, oui, Napoléon a eu beaucoup de femmes dans sa vie, mais il n'y en a pas beaucoup vraiment qui ont compté pour lui. C'est vrai que c'était pas un grand séducteur, c'était plutôt à la hussarde, hein. Mais oui, ça, les conquêtes féminines, il y en a eu quelques-unes, comme tous les gens de pouvoir à l'époque. Ensuite, on a le tyran, évidemment, le tyran, oui. Bon, il le dira lui-même, à Sainte-Hélène. Hein. Mais bon, tyran, il y en a eu d'autres à la même époque. Hein. Roi de Prusse, empereur de Russie, empereur d'Autriche sont aussi des tyrans. La City de Londres était aussi des tyrans. Alors ensuite, on a la légende, mais évidemment, la légende, ça, c'est imparable. Il est rentré dans l'histoire du monde. Alors ensuite, on a cet instant avec, donc je pensais Joséphine sur le divan, où on lui fait une petite brute et tu n'es rien sans moi. Ouais. Ouais. Tu n'es rien sans moi, même si il avait de l'amour pour elle, et que bon, mais bon, Napoléon serait fait sans Joséphine, faut être clair. Mais bon, admettons. Alors on finit sur toute l'Europe se lie contre moi. Donc là je pense que c'est au moment de après son couronnement. Hein, donc là on rentre dans la période Austerlitz. D'ailleurs clairement derrière les charges de cavalerie dans la neige. Alors la scène là où il tire au canon sur la glace, sur le lac gelé, là on est carrément très loin de l'histoire. Canons dissimulés dans un bois qui vont tirer sur le lac gelé où les autres Russes sont fait piéger. Voilà, non. C'est pas possible. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais bon. Cinéma, c'est aussi des clichés, donc bon, voilà. Faut résumer rapidement. Mais bon, historiquement, on est à côté de la plaque. Et donc la bande-annonce finit par ces mots de Napoléon. Je reconnais souvent mes erreurs, mais je n'en commets jamais. Je pense que là, Ridley Scott veut faire un peu le côté, trop sûr de lui qu'a eu Napoléon à partir de 1807, après la paix de Tilsit, après la victoire de Friedland. Là, c'est vrai qu'on a un Napoléon qui devient un peu autiste, hein, qui n'écoute plus personne, qui n'écoute pas les avertissements qu'on lui donne, hein, sur l'Espagne, sur la Russie surtout, hein, Colincourt le prévient, hein, que ça va être extrêmement compliqué. Donc ça, je regarde, c'est mon chat qui est en train de jouer.
quelque chose. Enfin bref, donc on est... ouais, je pense qu'il veut montrer ce côté-là. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Hein. Napoléon s'est buté et a fait des erreurs dues à son entêtement, qu'il était convaincu de sa bonne étoile. Et qu'il avait aussi beaucoup de mal à déléguer. Et voilà. Bon. Alors voilà, c'était ma petite analyse de cette bande-annonce du film Napoléon de Ridley Scott. Modeste analyse. Hein. Alors, il y a sur... ça, c'est un film que j'irai voir, évidemment. Mais évidemment, comme d'habitude, Hollywood se torche avec l'histoire. Enfin, toutefois, avec une partie de l'histoire, parce qu'il faut adapter, parce qu'il faut être dans le courant de l'époque. Donc, voilà. Ceci explique cela. Mais bon, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, comme le cinéma français ne fait plus rien de bon sur notre histoire, hein, bon, Napoléon, on a eu Napoléon d'Abel Gans, Austerlitz d'Abel Gans, Napoléon de Sacha Guitry. Voilà, ça avait de la gueule, ça avait du panache. Ben non, ça en manque un peu, à part quelques ovnis. Mais bon, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, vite fait bien fait. J'espère qu'elle ne sera pas bloquée par YouTube, hein, parce que bon, j'ai pris des images, j'espère que ça passera. Voilà les grognards, donc vive l'empereur, hein, bon jeu, bonne peinture à tous, et à bientôt.